Bonjour tout le monde. Il y a du monde, on va parler un peu d'hygiène aujourd'hui. Alors d'hygiène au sens large, j'espère que globalement, voilà, tout le monde a conscience que l'hygiène c'est quelque chose de manière générale qui est important. Donc voilà, on a tous à peu près admis ça. Mais par contre, sur la partie informatique, et là on va parler d'hygiène informatique, vous allez voir que ça a toute son importance. En deux mots, qui je suis? Hop, excusez-moi. Je suis le président et fondateur d'une société qui s'appelle Aide à l'Info. Vous avez vu un de mes poulains ce matin, Kylian, qui a présenté le CrowdSec notamment. On fait du logiciel métier sur mesure, on fait de l'audit et du conseil sur la partie informatique qualité, mais on ne va pas aller forcément marcher sur les plates-bandes des petits copains de la cyber, c'est pas forcément notre job. D'accord. Je suis également, depuis très peu de temps, directeur général et cofondateur d'une société qui s'appelle Pulse My IT et qui a un stand que vous pouvez venir nous faire coucou à la fin de la journée, où là, on a une activité assez engagée, on essaye de faire durer jusqu'à 10 ans des équipements en entreprise, notamment PC portable, smartphone. Vous venez nous faire un petit coucou après, on vous montre comment on fait. Et je suis également intervenant pour CESI, Mesmeric School sur divers sujets, principalement du Linux, Bac plus 2 à Bac plus 3 sur Linux. Et j'interviens jusqu'à Bac plus 5 sur la Mesmeric School, sur des sujets de développement, d'IoT notamment. Je fais également pour le CESI ce module-là. PowerShell, on peut me retrouver. Un peu de qualité dans le système d'information, j'en fais moins avec CESI sur le nouveau cahier des charges, mais c'est ce que je savais faire. Rapidement, là je cite, c'est pas moi qui dis ça, c'est quelque chose qui s'appelle ANSSI, donc je vais revenir plusieurs fois dessus par la suite, je cite. On a un constat, on nous dit que finalement les technologies numériques sont aujourd'hui omniprésentes dans le fonctionnement de l'État, de l'activité des entreprises et dans la vie quotidienne de chaque citoyen. C'est omniprésent. Qu'elles soient en cours ou à venir, ces transformations sont synonymes de formidables opportunités et je pense qu'on est tous globalement d'accord sur ce postulat-là. Pareil, c'est pas de moi non plus, c'est toujours de l'ANSSI. Mais plus notre société se numérise, plus elle s'expose à des risques qui sont inhérents à ces technologies. Et les attaques informatiques sont désormais susceptibles de porter gravement atteinte au fonctionnement de la société, à l'économie et à la sécurité nationale. Je vous dis, je vous ai parlé 2-3 fois de l'ANSSI. Je suppose, je vais partir du postulat que quasiment tout le monde est au courant de ce qu'est l'ANSSI. Je rappelle à tout hasard que c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. D'accord. C'est une autorité nationale en matière de sécurité et de défense de nos systèmes d'information. C'est payé avec nos impôts à nous. Je ne reviendrai pas sur le débat précédent. Et c'est une agence interministérielle dont la mission finalement c'est de construire, d'organiser la protection de notre nation au sens large face aux cyberattaques. D'accord. Contribuer à renforcer de manière générale le niveau de cybersécurité globale, stabilité et du cyberespace. Vous avez entendu parler ce matin de plein de choses, de CVE et ainsi de suite, je ne reviendrai pas là-dessus, de la mitre et tout ça. Donc bref, regardez l'ANSSI, c'est plutôt bien. L'ANSSI, elle publie des documents qui sont vraiment superbes. Elle le fait tous les ans. Ces 4 dernières années, elle nous a sorti un panorama de la cybermenace. Et on se rend compte que finalement, sur le dernier panorama qui est sorti pour l'environnement cybermenace en 2023, on a des cybermenaces qui évoluent, qui vont être sur l'espionnage stratégique et industriel. Et ce qui va nous faire écho aujourd'hui par rapport au profil, je suppose, des personnes qui sont dans cette salle, c'est surtout la notion d'attaque à but lucratif qui ont été remises plusieurs fois à l'ordre du jour aujourd'hui. Et on voit que c'est des menaces qui sont de plus en plus prégnantes. Et également des opérations de déstabilisation, surtout dans un environnement géopolitique tendu tel qu'on le connaît et qui ne va pas forcément aller en s'améliorant dans les prochaines années. On va faire un focus juste sur la seconde partie, donc, qui était attaque à but lucratif. Donc c'est des attaques qui ces dernières années ont explosé, notamment avec l'avènement des crypto-monnaies qui ont permis du coup du paiement notamment de rançon, qui était beaucoup plus compliqué parce que si je vous donne un RIB, à un moment donné, pour payer votre rançon, c'est un peu, vous allez finir par me tomber dessus, quoi. L'idée, c'est en 2023, on se rend compte que finalement la cible principale de ces attaques par rançongiciel, à hauteur de 34% là, sur le diagramme là, c'est TPE, PME, ETI. 24% les collectivités. Donc globalement, je pense que j'ai déjà ratissé large, j'ai pas mal de monde là. On a ensuite les entreprises stratégiques kiff-kiff avec les établissements de santé, on va en reparler un tout petit peu plus loin, et ensuite viennent les associations et ainsi de suite. Globalement, vous êtes dans la salle tous concernés par ces attaques-là, c'est un vrai sujet, il y a eu ça a été dit plusieurs fois. Ça pique, et l'orage, c'était quoi ta phrase Mathieu? L'orage tombe... Ouais, pourvu que l'orage tombe plus loin, mais il tombe pas forcément super loin. Là, je vous ai sorti quelques articles de presse, pris au pif, vous pouvez passer la journée, vous pouvez sortir des centaines, il n'y a pas de problème. Là, j'ai pris une boîte alsacienne qui faisait quand même 145 millions d'euros de CA avec 700 salariés. Qui a fini en redressement judiciaire suite à un crypto. Moche. On a également un truc national que vous connaissez peut-être si vous allez vous habiller là-bas. On a Jules. Je suis désolé, mesdames, on a dit que c'était 14%. Je m'en excuse. C'est pas ma faute. Donc, enseigne de prêt-à-porter masculine, Jules,
qui est ralenti suite à une cyberattaque. On voit également un nouveau Alsacien, j'ai ciblé Grand Est, hein. Une professionnelle d'entretien d'espace vert, placée en redressement judiciaire, une cyberattaque en février, donc l'activité visiblement, on a de la chance, se remet progressivement. Là on a un Suisse, j'avais un copain suisse dans la salle, je ne sais plus où il est, et globalement, lui ce qu'il citait c'est que finalement, eux ils ont Swiss Window, visiblement ils ont mis la clé sous la porte, ça a été assez violent pour eux. Il citait, le monsieur nous disait, rien ne peut vous ruiner aussi vite qu'une cyberattaque. Les politiques doivent préparer la société, si on ne fait rien, la digitalisation est un gigantesque danger. Donc on dit deux diapos auparavant que c'est des superbes opportunités, mais en effet c'est également une source de gigantesque danger. Et vous voyez que ça a des impacts réels. Il y a des chiffres qui ont été donnés ce matin, je ne vais pas revenir dessus, hein, des 54%, ainsi de suite. Et il y a des vrais impacts, il y a des entreprises qui coulent. Pour plein de raisons. Et je mettais même pas moyen de se faire soigner quand on a mal, parce que finalement, on voit la semaine dernière, 4/6, 2 semaines, pardon, à Londres, plusieurs hôpitaux paralysés par une cyberattaque. Plus près de chez nous, en France, Armentières, 1 million de données des patients publiées, 27 février 2024, on n'est pas loin. Armentières toujours, on a les urgences qui ont dû fermer à cause d'une cyberattaque. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait comment? Enfin, les urgences. On a finalement, hôpital de Cannes, toutes les opérations urgentes reportées. Une cyberattaque à nouveau. Hôpitaux de Vittel, Neuchâteau, hein, on reste local, l'orage il tombe quand même dans le secteur aussi. Hein. Établissement de Vittel qui se disent, les urgences restent maintenues, mais toutes les activités programmées sont suspendues jusqu'à lundi, dans le cas de figure là. Donc là j'en prends un autre à Cannes, mais rebelote. Du coup, l'hygiène c'est quoi? C'est des règles de sécurité qui sont simples, évidentes, qui sont la plupart du temps... Il y a de la technique, je l'entends. Mais la plupart du temps, en réalité, elles sont organisationnelles. Et il y a une certitude, et je pense que là-dessus, même les boîtes de cyber, ainsi de suite, pourront reconfirmer ce que je vais dire, j'espère en tout cas, c'est que si juste les règles d'hygiène étaient respectées, il y aurait au moins, et je dis bien au moins, on va faire un Pareto, 80% de ces attaques qui n'auraient jamais pu être commises par un attaquant. C'est des règles simples. Ok, donc là, l'idée, vous avez en plus toujours l'ANSSI, qui vous met à disposition gratuitement, en open source, c'est une licence qui s'appelle l'Etalab, un guide facile d'accès, en 10 catégories, 42 règles, avec à la fin un petit outil de suivi d'auto-évaluation, avec 2 niveaux de lecture, un standard, renforcé. Je vais vous le présenter rapidement, hein, je ne vais pas faire tous les points les uns derrière les autres, mais je veux juste vous démontrer que finalement, ces règles-là, elles sont accessibles, elles sont simples, et surtout que la plupart sont organisationnelles. Donc là, premier volet, sensibiliser et former. Merci Mathieu, à nouveau, parce que ça fait écho avec ce qu'on a vu là, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont présenté des choses plus tôt dans la journée qui allaient dans le même sens de la sensibilisation et de la formation. Former les équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes d'information, c'est organisationnel. Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique. Quand Mathieu nous parle finalement de mettre dans les cursus pas que des métiers de l'informatique, des notions de cyber, moi, c'est quelque chose qui fait 100% sens, il faut y aller, quoi. Maîtriser les risques de l'infogérance. Alors, je ciblerai personne, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, je n'aurai aucun nom. Je vais m'arriver il y a quelques temps, je fais un audit, je vais chez le client, j'ai l'autocollant du prestataire, je dis à mon client, regardez, je me branche sur le réseau, en même pas 2 minutes, je suis admin du domaine, c'est pour ceux à qui ça parle, ils mettent le même mot de passe, le prestataire qui est une ESN du secteur, met le même mot de passe. Nom du prestataire, première lettre majuscule, 54 à la fin, chez tous leurs clients. Tout va bien, d'accord? Faites attention, votre infogérance, c'est... voilà. Connaître votre système d'information. Vous voulez protéger quelque chose, est-ce que vous avez finalement... vous connaissez le périmètre que vous voulez protéger? Donc là, c'est organisationnel, comment on identifie les informations, est-ce qu'on a un inventaire, est-ce qu'on a ça? Je ne vais pas toutes les passer, j'ai mis des petites étoiles pour me rappeler lesquelles je veux vraiment voir avec vous. Au niveau RH, est-ce que finalement on organise les procédures d'arrivée, de départ? Comment votre service informatique, comment votre prestataire, il est notifié de l'arrivée d'un nouveau collaborateur? Comment se fait son entrée finalement, son onboarding, j'aurais pas dû me lancer là-dessus, comme on aime bien dire maintenant. Là, j'ai fait exprès de vous prendre un point qui est à la fois organisationnel et technique. Le 7 là, que je vous présente là, ça me permet de vous montrer un peu la tête de ce document et de vous montrer qu'il est accessible. Là, sur le point 7, vous avez ce document-là. Vous avez deux paragraphes. Vous avez quelques paragraphes, mais un qui concerne les notions standards et renforcées. Ce que nous dit le standard, globalement, c'est finalement, vous n'autorisez pas à se connecter à votre réseau des équipements tiers. Donc quand vous avez le prestataire ou un tiers qui se pointe avec son équipement, aujourd'hui on est en 2024, il prend son partage de connexion, vous ne le laissez pas se brancher, vous ne lui donnez pas le code de Wi-Fi, même si vous n'avez pas de mesure de sécurité. Juste pour ceux à qui ça parle, une clé WPA2, vous ne la donnez pas
à l'invité qui vient de se pointer. Vous ne laissez pas brancher un matériel sur lequel vous n'avez pas la main dessus. Ensuite, vous avez des mesures qui, là, en effet, sont techniques. Hein, on le voit en bas, on parle de 802.1x, on parle de plein de protocoles qu'on pourrait mettre en place en plus, mais on voit que le gros du sujet, il est avant tout organisationnel. Il y a une partie sur la partie authentification, contrôle d'accès, et là, ça, point important, on parle d'imputabilité du risque de qui a fait quoi. Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur-administrateur. Aujourd'hui, combien de fois je vois encore user 01, je donne un exemple lambda. Pour des sujets, surtout avec l'avènement du SaaS, pour payer moins de licences, 365 et ainsi de suite, on fait un compte générique finalement. Demain, il y a un pépin, tout le monde se partage un peu le mot de passe. Le TOTP, on n'en met pas, on en reparlera plus tard. TOTP, double facteur d'authentification, on n'en met pas parce que on a voulu faire des économies de bout de chandelle qui peuvent vous mettre sur la paille à la fin, finalement. Donc, l'hygiène informatique, c'est un peu tous ces sujets-là. Définir et vérifier les règles de choix de dimensionnement des mots de passe. Il y a Soteria Lab que je vois communiquer très régulièrement sur ce sujet. Ils ont raison, ils le font bien. Et ils vous disent, mettez un gestionnaire de mots de passe en entreprise. Il y en a plein, je ne vais pas en citer. S'il faut que je donne 2-3 marques, j'en donnerai, histoire d'être cohérent. Mais c'est des choses qui, à titre perso, vous devriez le faire. À titre pro, encore plus, finalement. Protéger les mots de passe stockés sur les systèmes. En effet, on ne les met pas dans un pauvre fichier Excel qu'on partage à tout va à tout le monde. D'accord ? Privilégier, lorsque c'est possible, je parlais de double facteur d'authentification, dès que vous avez des choses un peu sensibles qui vous proposent le 2FA, et je vois qu'il y a de plus en plus d'endroits où même maintenant le 2FA devient obligatoire, tant mieux, privilégiez-le. Sécuriser vos postes, là on a, pas mal de mesures techniques, mais on voit finalement qu'on a quand même des mesures dites organisationnelles. Se protéger des menaces relatives à l'utilisation des supports amovibles, quand vous dites à vos collaborateurs, non, les clés USB maintenant, c'est niet, on arrête les bêtises, c'est déjà une première mesure organisationnelle. Dans la charte info, dans votre règlement intérieur, pas de clé USB, basta. Après, vous pouvez mettre des mesures techniques. Vous pouvez dire, quand on branche, il ne se passe rien. Les supports amovibles, le système d'exploitation, il n'en tient pas compte. Ça, c'est autre chose. Sécuriser le réseau, là, on a beaucoup de mesures techniques, je l'entends. Par contre, regardez la dernière, contrôler, protéger l'accès aux salles serveurs et locaux techniques. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu une démo l'autre jour, on voyait une personne, elle a juste mis, alors je sais pas, Orange coucou, c'était ça, elle avait mis un petit logo Orange sur un veston. Elle est arrivée dans un grand centre commercial, elle a accédé au local technique, mais les doigts dans le nez, elle passait le PC sécurité sans aucune difficulté. D'accord. Là, voilà, c'est un vrai sujet, comment on fait pour protéger l'accès à nos matériels réseau, nos matériels serveurs. On a une notion sur sécuriser l'administration. Messieurs, dames, les informaticiens, inclus, vous faites partie du problème. Combien j'en vois, même quand je donne des cours en école d'ingé, où je demande, vous, en entreprise, vous avez quoi ? Vous n'êtes pas admin de votre poste au quotidien. Le compte que vous utilisez au quotidien pour checker vos mails, pour aller naviguer sur Internet, c'est pas le même que vous utilisez pour faire les tâches d'administration sur vos serveurs. Ah si, c'est le même compte, on est tous admin local. Ouais, mais vous êtes une cible de choix pour les attaquants. Et demain, l'erreur est humaine. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Et on a parlé d'IA. L'arnaque au président ou ainsi de suite, des faux mails, des faux appels, c'est des choses qui se font de plus en plus. Et les attaques vont être de plus en plus sophistiquées. Vous n'êtes pas à l'abri d'un mauvais clic, même en tant qu'informaticien, même en étant aguerri, ainsi de suite. Sauf qu'à ce moment-là, si votre mauvais clic, vous avez des droits lambda de monsieur, madame, tout le monde, les mêmes que finalement n'importe quel autre collaborateur de la structure, ça ne va pas plus loin que si c'était n'importe quel autre collaborateur de la structure qui s'est tapé cette attaque-là. Donc, gérer le nomadisme, pareil, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez souvent passer sur les réseaux sociaux des photos de gens qui ont laissé leur PC allumé dans le train, ainsi de suite. Ça, c'est bof quand même comme technique. Comment on fait ? Là, on laisse le PC, on l'a tagué, on a mis le joli autocollant de la boîte. C'est pas ouf, on sait, quelqu'un qui voudra attaquer une boîte en particulier, elle va se servir de ces éléments-là. Donc, on fait attention à nos terminaux. On va prendre des mesures techniques, chiffrer les données sensibles, ainsi de suite, on va faire attention à tout ça. Mais organisationnellement, déjà, il y a des règles. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si vos collaborateurs, ils laissent traîner leurs équipements n'importe où, voilà. Vous avez vu passer sans doute des articles de presse un peu sensationnels il y a quelques temps avec les Jeux Olympiques où ils disaient les plans ont fuité, les machins, il y a un PC qui s'est fait voler, mais c'était plus ou moins vrai visiblement. Mais on fait déjà en première attention à ne pas laisser son PC professionnel qui contient des données sensibles à la portée de tout le monde. Adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux mobiles. Idem. Maintenir à jour le système d'information, définir une politique de mise à jour des composants, ça c'est définir une politique, c'est bien un axe organisationnel, et anticiper la fin de maintenance des logiciels, des systèmes et limiter les adhérences logicielles. Quand je vois beaucoup d'entreprises qui arrivaient à la fin d'un cycle de vie d'un système d'exploitation ou d'un logiciel donné, et on va avoir tout le monde qui va commencer à s'émeuvoir, genre les 6 mois avant la fin de vie, dès que votre DSI
il a rentré le logiciel là sur son parc, normalement, il est au courant, tous les éditeurs donnent leur cycle de vie, vous savez la date de support standard, la date de fin, vous savez la date de fin de support étendue où il n'y a plus de mise à jour de sécurité initialement. C'est souvent sur des acteurs comme Microsoft ou des distributions Linux, on le sait quasiment sur 10 ans ce qui va se passer. D'accord ? Donc c'est des choses qui s'anticipent, qui se travaillent dès le début. Sur la partie supervision, auditer, réagir, hein, définir et appliquer une politique de sauvegarde des composants critiques, vous verrez qu'un crypto-locker, c'est bien si vous avez toutes vos données qui sont chiffrées, mais vous avez un PCA, PRA de la sauvegarde qui a été émise également en quelque chose pour repartir, même à la veille ou peu importe, même la semaine précédente, normalement vous ne partez pas en liquidation. Il y a peut-être des choses qui ont été sautées. Procéder à des contrôles et des audits de sécurité réguliers et les appliquer les actions correctives associées. En effet, c'est pas, vous allez voir dans les diapos suivantes, je vais en reparler, mais ce n'est pas une action à un instant donné où on arrête quelque chose, l'hygiène informatique. C'est une démarche continue. Et c'est pour ça d'ailleurs, et je reparle un peu plus loin, que c'est aussi dur à mettre en œuvre. Et enfin, seulement après, vous allez pouvoir aller plus loin et faire une analyse des risques formels, je reparlais des bio-CRM et ainsi de suite très rapidement, ou privilégier que des produits qui auraient été qualifiés sur des environnements, ainsi de suite. Là, on est déjà un step plus loin et vous voyez que c'est que dans du cadre renforcé. J'ai interviewé pour vous, c'est pas vrai, c'est que du fictif, mais c'est pas grave, j'ai interviewé pour vous des gens juste pour cette conférence. On a commencé par Monsieur Tivirus, Adam Tivirus, c'était un responsable des ventes. Et je lui demande globalement, est-ce qu'il peut me raconter un peu ce qui va arriver. Et lui, il me dit qu'il a utilisé le même mot de passe finalement un peu partout, notamment à usage perso, à usage pro. Et manque de peau, il y a un des sites qui a été compromis ou qui peut-être même dès le début était conçu pour récupérer ce mot de passe-là, on n'en saura jamais rien. Et fuite de données, les attaquants ont utilisé ce mot de passe pour accéder au système interne. Donc là, j'étais un petit peu dans le sensationnalisme, excusez-moi. On dit que finalement, l'attaque a entraîné des pertes financières énormes et une perte de confiance des clients. Finalement, l'entreprise n'a pas pu s'en remettre, a dû fermer. Ouais, bof pour Adam. Erika Spersky, notre chef de projet IT. Erika, je l'interview et elle me dit le problème c'est que pour pas interrompre le travail, ils ont décalé à chaque fois les mises à jour. D'accord ? Globalement, son sujet, il y avait 1 mois de décalage sur ces mises à jour qu'ils n'avaient pas passé, de sécurité notamment. Donc là, on va parler de failles de sécurité, des 0 day, des day one, enfin on peut aller loin dans le sujet. Mais finalement, il y a un logiciel malveillant qui est passé, qui a chiffré toutes les données critiques. Ils ont exigé une rançon pour les décrypter. Ils ont perdu des mois de travail. Visiblement, ils avaient un problème aussi avec leur sauvegarde. S'ils n'ont pas pu restaurer, ils ont eu des coûts de récupération qui ont été élevés. Bon, voilà. Ils sont en redressement judiciaire. Là, j'ai Monsieur Trojan, qui était un directeur financier. Son témoignage, finalement, c'est là, on est sur une attaque qui, attention, va être de plus en plus. On va en voir de plus en plus. J'en ai encore eu une la semaine dernière d'un partenaire où il y a un de ces gaillards qui s'était fait pirater avec des mails qui sont de. Vous avez le sentiment, ces mails-là, ils sont de plus en plus bien ficelés, je dirais. Vous avez des pièces jointes, c'est cohérent. Les attaques sont de plus en plus cohérentes. L'attaque au président, donc où on faisait semblant à l'époque en trouvant quelqu'un qui imitait la voix d'un président pour aller appeler le comptable et dire je suis dans une usine en Roumanie, là, il faut que tu payes vite, il y a le concurrent qui est là, fais le virement sur le RIB, en mettant la pression. Aujourd'hui, à l'époque ça nécessitait des moyens et des semaines d'investigation. Aujourd'hui, juste sur la conférence, là je suis filmé, coucou là-haut, sur ce que je suis en train de dire, vous mettez une IA qui écoute ma voix sur cette période-là, vous pouvez imiter ma voix, vous appelez mon assistante, faut faire un virement immédiatement, c'est des choses qui sont faisables. Ces attaques-là, elles vont être de plus en plus simples à réaliser pour des attaquants et elles vont être de plus en plus compliquées à démasquer. Et on a eu des exemples avec des fausses fausses réunions de visio où ils étaient 5 faux collaborateurs que la personne connaissait, qui étaient en visio avec elle pour lui faire prendre une décision et lui faire passer un mandat, un virement finalement. Et c'est des attaques qui sont très complexes et qui sont de plus en plus simples à mettre en œuvre à l'aide de l'IA et qui sont de plus en plus durs à déceler finalement. Donc là, c'était une tentative de phishing, manque de peau, ils ont perdu des centaines de milliers d'euros en quelques minutes, combiné, donc là, ils ont une perte de confiance des investisseurs et fermeture de l'entreprise. Alors celui-là, il est dur à dire, on a Pénélope Arfeux, excusez-moi, responsable des ressources humaines, et elle, globalement, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'accompagnement sur l'hygiène informatique, la cybersécurité. Et finalement, un jour, elle a téléchargé un fichier joint sur un email qui paraissait legit, vous voyez, un facture.exe, par exemple. J'exagère un peu, je suis un peu dur parce que la plupart des solutions mail vont bloquer ce type de choses. Et contenait un ransomware, manque de peau, qui s'est propagé sur tout le réseau. Donc, en effet, on a eu plein de belles démos, on pourrait, mais initialement, si la personne avait été sensibilisée, toutes les mesures que vous pouvez mettre derrière pour protéger,
elle n'aurait même pas eu besoin d'être enclenchée, parce que cette attaque n'aurait même pas pu être réalisée. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, en effet, c'est que toutes les mesures, elles sont globalement évidentes et globalement simples à mettre en œuvre, et que ça protégerait de globalement la majorité des attaques. Ah, tu me dis, bah ouais, t'es gentil, Max. Mais pourquoi, finalement, si c'est si simple, on ne le fait pas partout? C'est un peu votre, peut-être le questionnement. Alors là, déjà, il y a des difficultés. On a un périmètre qui est vraiment très très vaste et surtout, il est mouvant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier de ce périmètre, c'est l'humain. Vous avez l'ensemble de vos collaborateurs qui sont concernés avec les mouvements RH, ainsi de suite, les entrées. Et aujourd'hui, on a également tous les acteurs externes à votre organisation. On a aujourd'hui des outils collaboratifs, du Teams, du ce que vous voulez finalement. Je ne sais pas si je dois en citer 3 à chaque fois, peu importe. Que vous invitez en externe, qui accèdent à certaines ressources. Et est-ce que ça, en termes de périmètre, c'est vraiment maîtrisé par un service informatique? Est-ce que c'est fait même jeu? Est-ce que c'est autorisé en fait par votre service sécurité ou service informatique selon la taille que vous avez? Vous avez les équipements. Les équipements, vous avez tout ce que vous maîtrisez dans votre périmètre, parce que vous avez été super bien, super rigoureux, vous avez un outil d'inventaire, vous tenez ça de manière très rigoureuse, et vous voyez que même ça, c'est entre les renouvellements, les nouveaux besoins, les objets connectés, les équipements réseau, et vous avez également tout le matériel personnel de vos collaborateurs qui ramènent sur leur lieu de travail, ou où ils s'envoient peut-être pour terminer leur job à la maison, parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut pour travailler à la maison, ils vont s'envoyer sur leur mail perso de la donnée pour terminer un rapport à la maison. Je l'ai vu. Sur des secteurs d'activité un peu touchy, avec de la donnée ultra sensible, données de santé, données judiciaires, données sociales. Pas simple, quoi. Et là, 6 mois après, quand il y a l'utilisateur qui vient vous voir en disant « Oups, je me suis fait pirater ma boîte mail perso. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je maîtrise son mailing pro. Je peux rien faire pour elle, à part lui dire voilà, c'est mort, quoi. » Donc là, c'est un vrai sujet. Les logiciels, les services. Et donc là, ça fait un petit peu un parallèle avec ce que je viens de dire juste avant. Vous avez tout ce que vous maîtrisez dans votre scope, que vous avez mis en œuvre. Donc vos logiciels bureautiques, vos OS, vos outils métiers. Mais vous avez aussi aujourd'hui tout l'informatique gris, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est finalement tous ces services qui sont à côté aujourd'hui de plus en plus facilement accessibles, sur lesquels vos utilisateurs ont l'habitude de travailler en mode SaaS. À la maison, ils font ça, ils ont le WhatsApp, ils ont le Gmail. Tiens, là j'ai fait un Google Drive, alors vous utilisez carrément notre solution ou c'est même pas autorisé au sein de votre truc. Et vous avez des données qui sortent de votre réseau, de votre périmètre. Vous ne savez même pas les quantifier. Donc c'est pour ça que l'hygiène informatique, c'est pas quelque chose de simple à mettre en œuvre. Et c'est également d'autant plus compliqué que c'est pas un projet avec un début et une fin. C'est une démarche qui est continue et qui est intégrée dans une culture d'entreprise. Qui dit culture d'entreprise dit déjà qu'il faut qu'il y ait une notion de gouvernance, qui à un moment donné, une direction qui va dire aujourd'hui, qui va s'impliquer dans sa culture d'entreprise et qui va la faire redescendre à tous les paliers. Vous pouvez avoir des gens qui vont être super sensibilisés, vous pouvez avoir des équipes et ainsi de suite. Si tout en haut de l'échelon, la personne elle n'y croit absolument pas, elle n'a pas envie d'impulser ça, ça ne marchera pas. Une culture d'entreprise, en plus, ça ne se change pas facilement. Et du coup, on fait quoi? Donc, plutôt, on ne va pas pleurer, on va pas arrêter d'utiliser l'informatique, c'est mort. On accepte déjà en premier temps, on fait le deuil. Le risque zéro, il n'existe pas, il n'existera jamais. Et on sait juste qu'on peut et qu'on doit le limiter drastiquement, et que finalement, déjà, le limiter drastiquement, c'est pas si compliqué que ça. On prend connaissance du fameux guide dont je viens de parler et on applique le principe de small effort, big impact. C'est-à-dire qu'on va cibler les mesures qui sont les plus impactantes. Sur aujourd'hui, j'utilise tous mes utilisateurs utilisent le même mot de passe partout, on a des mauvaises pratiques, des choses qui sont simples. Et finalement, est-ce que c'est pas un gros effort d'aller mettre un outil de gestion des mots de passe et de le faire de manière sérieuse? Et là, on va voir déjà on va avoir des gros impacts. On va réduire rapidement le risque et on va pouvoir rentrer tranquillement dans une démarche et ça va permettre de l'impulser finalement. On met des moyens sur le sujet, ça c'est important. Et là, c'est les petits copains qui sont peut-être dans la salle qui vont être contents aussi. On va avoir de l'accompagnement, du temps alloué aux équipes, de la formation. Et là, vous allez voir très très rapidement, parce que le SI finalement, c'est le reflet de votre activité. C'est l'outil que vous avez. On le voit d'ailleurs dans des notions d'ITIL. On est censé mettre en place un système d'information au service du métier. Donc quand vous allez ajouter de la qualité dans votre SI, mécaniquement, ça va également induire de la qualité dans vos métiers et dans les prestations que vous rendez. Et vous allez voir que tout ça va avoir une sorte de cercle vertueux où vous allez avoir des effets de bord, pas forcément attendus, qui vont apparaître. On recommence et on continue jusqu'au moment où cela fait partie des habitudes de la culture de l'entreprise. Et enfin, on attaque des vrais sujets liés à la cyber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez mettre des solutions techniques de fou. Vous allez mettre des pare-feux, des CrowdSec. Je suis désolé, Kylian, il est là, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il doit m'entendre en live. Mais si vous mettez une porte blindée sur votre bâtiment et que vous laissez la porte de service qui est juste à côté grande ouverte, finalement l'attaquant il va passer par là où c'est grande ouverte. Donc, pardon.
Là, vous allez pouvoir ensuite attaquer sur des vraies grosses solutions techniques. Vous allez pouvoir faire des gros audits de cyber où ils ne vont pas venir en enfonçant des portes ouvertes, ils vont pouvoir, eux, lever des vraies choses, des vrais sujets techniques. C'est pas leur job d'aller vous dire, bah maintenant, non, bah mettez ces notions d'hygiène, elles devraient déjà être acquises en fait. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir attaquer des vraies méthodologies de gestion du risque. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle EBIO-CRM, je vous invite à vous documenter dessus. Risk Manager, mettre en place des outils de durcissement, ce que je vous disais, et en faisant appel éventuellement à des sociétés spécialisées. Donc je vais vous remercier déjà pour votre intérêt pour cette journée, c'était super cool, votre accueil. Je vais remercier aussi les étudiants, les organisateurs de la Cyber Day. Plaisir aussi, parce qu'ils ont un peu taffé. Merci à l'ANSSI, ils sont pas là, mais pour le contenu où j'ai piqué quasiment tout dans mes diapos, c'était super. Merci au réseau LinkedIn pour les prénoms des interviewés, parce que je manquais un peu d'inspi et j'avais fait un petit sondage. Et voilà, globalement, pour ma part, c'est terminé. C'est à vous pour les questions. J'ai pas de questions. S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Vas-y. Du coup, tu parles beaucoup d'hygiène, etc. dans l'entreprise, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre potentiellement des personnes qui sont dédiées uniquement ou voire en majorité à ça dans les entreprises? Ouais, ça fait partie d'ailleurs d'un des points du guide, je vais essayer de te le retrouver. Désigner un référent en sécurité des systèmes d'information et le faire connaître auprès du personnel. C'est en effet un des points qui est préconisé. Ça dépend toujours de la taille des structures, hein, j'entends. Si vous êtes 5, ça peut être une bonne démarche. Mais par exemple, sur mon ancien lieu de travail où il y avait 18 établissements, on essayait d'avoir un référent sur site qui était une sorte de passerelle entre le service informatique et qui avait ce bagage-là qu'on formait régulièrement, qui pouvait retransmettre un peu ces notions-là auprès des équipes. Donc oui. Oui, Marwen. Il lève la main, Marwen, mais il n'y a personne qui veut lui apporter le micro. Merci Maxime. Tout ça c'est bien, mais je pense aussi qu'il faut chiffrer tout ça. Est-ce que tu as fait pas mal d'études, etc. Est-ce que tu as une étude qui peut nous donner un petit peu combien ça coûte, tous ces petits trucs qui individuellement c'est rien, voilà, c'est petite hygiène, c'est rien. Mais si de bout en bout dans une entreprise, ça peut coûter de l'argent. Donc est-ce qu'il y a un chiffre ou pas? Alors, ça dépend, Marwen, de la taille de ta structure. Si tu le fais en interne, si tu le fais en externe, si tu veux compter le temps homme que tu vas passer dessus, d'où t'en es aujourd'hui de ton hygiène, forcément. Aujourd'hui, la plupart du scope qu'il y a là, en termes d'outils pour le mettre en place, tu en as de l'open source, tu as du payant, c'est comme tout. Tu as différentes solutions qui peuvent être dessus. Si tu veux te faire accompagner par une société tierce, forcément, c'est pas le même coût que si tu veux le faire en interne. Mais pareil, est-ce que tu quantifies ton temps humain que tu vas passer à faire cette démarche-là? C'est compliqué, ça dépend vraiment d'où tu viens. Si tu n'as rien du tout, si tu es 5 salariés ou si tu es 30 salariés ou si tu es 500 salariés sur des environnements complexes. J'ai travaillé dans un champ où on traitait de la donnée sociale, de la donnée de santé, de la donnée judiciaire, avec un RGPD très prégnant qui m'imposait d'avoir des niveaux de sécurité équivalents, voire supérieurs à ce qu'on peut attendre dans le monde bancaire, parce qu'on traitait toutes les pires données sensibles que tu pouvais attendre. À ce moment-là, tu mets pas les mêmes moyens, et d'ailleurs je ne les avais pas les moyens, donc il fallait aussi faire des choses en interne. C'est super compliqué à répondre comme question, je dirais que c'est presque au cas par cas. Ça va dire. Ce qui est sûr et certain, c'est que la plupart des mesures de base, elles peuvent être... un gestionnaire de mot de passe aujourd'hui, tu as de l'open source qui marche très très bien pour zéro. C'est juste une bonne pratique. Pas mettre le même mot de passe partout, c'est du b.a.-ba si tu veux. Ne pas laisser son PC sans surveillance, rédiger une charte informatique, sensibiliser tes utilisateurs dessus, savoir mettre des sanctions quand il faut mettre des sanctions. Je peux vous donner un exemple où je donnerai ni nom de société ni ainsi de suite. J'ai vécu un cas de figure où chaque personne avait un compte informatique nominatif, une boîte mail nominatif, de la donnée très sensible, très touchy qui avait été envoyée, voilà, il y a eu des gens qui ont porté plainte. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. La personne qui a émise le mail, finalement, on s'est rendu compte que pour se simplifier la vie avec ses collègues, elles utilisaient, les personnes qui travaillaient dans cet établissement-là, elles étaient 5, elles utilisaient toutes le même compte, un seul qui était allumé le matin, et pour pas, vu que j'avais mis en place des mesures de verrou automatique des sessions quand c'était pas utilisé, ça les faisait bref finalement de se connecter chacun sur le sien.
Et manque de pôle, imputabilité, prénom, point nom, nom de la structure, voilà. Zut, qui c'est qui va au tribunal à ce moment-là? C'est le compte, normalement tout mot de passe, tu vois, c'est des mesures, c'est compliqué, ça dépend de ta... Il faut les appliquer, c'est une certitude. Le coût, il est à chiffrer au cas par cas. Aujourd'hui, j'ai promis de ne pas faire de pub pour Adèle Info, donc j'en ferai pas. Mais aujourd'hui, on sait faire, et je sais qu'il y en a dans la salle qui l'ont vécu, cet audit-là, assez facilement, des audits en 3 jours et demi pour te dire un peu où tu en es, ta maturité sur ces sujets-là. Ça reste un budget assez contraint, finalement. Accessible à une PME, une ETI qui n'aura pas forcément les moyens de se payer. Là, j'ai un autre client, il a pris un audit à 25 000 €, heureusement un peu financé par la région Grand Est, quoi, copain. Mais c'est pas du tout le même résultat à la fin. Et ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir traité des points qui sont... parce que les auditeurs, ils ont enfoncé un peu des portes ouvertes alors qu'ils auraient eu une vraie plus-value à attaquer des sujets qui étaient un peu plus, je dirais, touchy. Ils avaient des compétences qui n'ont pas été mises forcément à profit sur cette durée-là. Et à raison, ils ont dû mettre en avant, lever des points qui font partie de ça, qui auraient pu être levés très facilement finalement. Donc oui, c'est une réponse complexe. Je ne peux pas t'en donner, c'est une réponse de... voilà, ça roule. S'il y a d'autres questions? Non? Bah écoutez, merci. Merci Maxime.